Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au programme cette semaine, une émission consacrée à la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, aussi appelée responsabilité sociale des entreprises. Mais alors comment passer d'un commerce de volume, d'un commerce de masse à un modèle plus durable, plus responsable? Comment financer cette transition alors que la pression économique laisse peu de marge de manœuvre? Comment avancer? Par quoi commencer? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec les intervenants présents ici à cet événement de Retail for Good. Coralie Guédon, elle est responsable RSE chez King Jouet. Béatrice Javary, directrice RSE chez Auchan Retail. Pauline Tout-le-Monde et Alice Fruchard, responsable RSE chez Leroy Merlin. Et notre experte cette semaine, c'est Laure Collet, directrice conseil RSE chez Altavia Aura. Voilà, vous avez le programme. Tout de suite, on accueille nos deux premières invitées. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Bonjour Pauline Tout-le-Monde. Bonjour. Vous êtes responsable qualité RSE chez Leroy Merlin. Merci d'accepter cette invitation pour BFM Business. Vous avez postulé pour les Merci du Retail qui récompense les initiatives exemplaires des retailers, des enseignes engagées. Vous pensez que le Home Index est exemplaire ? En tout cas, on est vraiment très fiers de la démarche. Ça, c'est quelque chose dont je suis certaine. Home Index, c'est un indicateur qui donne la visibilité sur l'impact social et environnemental de nos produits en leur donnant une note de A à E. Et c'est une démarche qu'on a initiée depuis 2020 avec nos collaborateurs, avec nos fournisseurs et qu'on a fait évoluer. Et donc effectivement pour nous c'est une grande fierté de pouvoir recevoir ce prix et de participer au Merci du Retail. Donc A étant la meilleure note, j'imagine. Pourquoi avoir créé ce barème alors qu'aucune loi ne vous y oblige ? Alors historiquement chez Leroy Merlin on est très engagé sur l'amélioration de l'impact de nos produits et on est convaincu que en travaillant sur nos produits on va bénéficier à l'amélioration de notre offre et à nos consommateurs et donc c'était vraiment pour nous important de se doter d'un indicateur et d'un outil qui allait accompagner nos équipes de l'offre et nos fournisseurs pour pouvoir s'engager dans cette démarche. Alors, d'autres enseignes mesurent l'impact carbone des produits, comme par exemple Mano Mano. C'est vrai qu'une autre idée aurait été d'arbitrer au niveau du prix. Si un produit est délétère sur l'environnement par rapport à un autre produit équivalent qui est peut-être plus responsable, pourquoi ne pas choisir d'augmenter le prix tout simplement ? Alors, nous, ce qui est très important, c'est le sujet de l'accessibilité. Et vraiment, notre mission, c'est de rendre Make Home a positive place to live au niveau international. Et donc, c'est de rendre accessibles les meilleurs produits pour nos habitants. Et donc, vraiment, on veut s'interdire d'augmenter nos prix pour des démarches RSE. Justement, tout notre travail, c'est de rendre accessibles ces produits-là. Donc pour vous, mieux éclairer le choix du consommateur, ça passe par ce Home Index, alors que vous pourriez tout simplement aussi retirer, on va dire, les mauvais produits de l'assortiment. Alors, le Home Index est à la fois une démarche qui nous permet de nous améliorer en ayant cet indicateur pour nos équipes de l'offre et pour nos fournisseurs. C'est aussi une démarche qui permet aux clients de percevoir là où le produit est bon et là où il doit s'améliorer. Et nous, on a aussi des objectifs de s'améliorer et d'aller toujours vers plus de produits qui ont les meilleures notes, donc de A à C, avec un objectif très engageant dans les années à venir. Merci beaucoup Pauline Tout-le-Monde. Nous allons tout de suite donner la parole à votre collègue Alice Fruchard, qui est aussi responsable produit RSE chez Leroy Merlin. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Alice Fruchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable produit RSE chez Leroy Merlin. Justement, on parlait des améliorations avec Pauline Tout-le-Monde. Quelles sont vos relations avec les fournisseurs ? On se souvient du Nutri-Score dans l'alimentaire qui avait été accueilli avec pas mal de scepticisme dans l'industrie agroalimentaire. Qu'en est-il chez vous ? Alors, l'ensemble de nos partenaires, nos fournisseurs ont vraiment salué la démarche depuis l'année dernière. Ils ont été nombreux à nous accueillir. Là, on a fait évoluer un petit peu la méthode, comme vous l'aviez abordé avec Pauline juste avant. Nos fournisseurs ont encore été vraiment très volontaires avec nous.
La preuve, c'est qu'ils sont quasiment 100% à avoir accepté, signé la charte contractuelle qui permet de publier la note des produits. Donc vraiment, ils nous accompagnent. Après, on a des défis à relever ensemble et on le fait en partageant sur les quelques corrections qu'on doit encore faire sur la méthode, sur aussi en accompagnement sur un peu de la complexité qu'ils peuvent avoir chez eux pour remplir l'ensemble des informations nécessaires à la notation des produits. Et ça, on le fait également en réfléchissant sur comment est-ce qu'on peut partager ce home index et à l'ensemble de notre écosystème pour éviter aussi l'enjeu de la multiplication en fait des différents indicateurs qu'on peut voir partout sur le marché. Mais globalement, la démarche est très bien acceptée et on a des défis qu'on relève ensemble pour simplifier en fait le process chez eux. Donc si je résume, vous avez gardé l'ensemble de vos fournisseurs qui ont plutôt accepté cet étiquetage environnemental. Est-ce que ça pousse les fournisseurs qui sont mal notés à améliorer leur copie aussi ? Ah oui, clairement, puisque comme on l'évoquait juste avant, on a vraiment du coup des engagements forts, notamment de mise en avant des produits uniquement sur des produits bien notés. Et nous, notre ambition, c'est pas simplement de venir noter les produits, c'est de venir dire de ce constat qu'on a fait là, comment on fait pour améliorer l'ensemble de notre gamme de produits. On parle souvent en interne on veut pas juste d'un rayon bio dans nos magasins Leroy Merlin, ce qu'on veut, c'est faire améliorer l'ensemble de notre offre. Et du coup, ça, on le fait en accompagnant les équipes internes et nos fournisseurs avec des outils de simulation de notes, avec des rendez-vous spécifiques, avec un accompagnement pour leur dire en fait, maintenant on se met en co-construction pour pouvoir permettre les produits les plus mal notés par exemple, comment est-ce qu'on se met en route ensemble pour pouvoir les améliorer. Ce qui est sûr, c'est que au bout d'un moment, s'il n'y a pas du tout de convergence par rapport d'un partenaire par exemple, on se permettra de dire du coup nous on veut plus travailler avec vous, de référencer sortir ces produits bien sûr. de l'assortiment. Oui, c'est possible. Par contre, on se donne le temps de le faire, c'est-à-dire qu'on va pas le faire comme ça du jour au lendemain. On partage la démarche. À quel horizon vous prendrez cette décision ? En fait, on est en train de travailler sur un process, une méthode, parce que les notations sont pas les mêmes en fonction aussi des marchés. C'est-à-dire que dans certains marchés, dans certaines filières industrielles, il est aujourd'hui plus facile d'être bien noté que dans d'autres. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Mais on se dit que si on se met autour d'une table avec un fournisseur en expliquant que on veut améliorer tel ou tel produit et que dans les 6 mois, les 1 an, il n'y a pas de réponse de sa part, on se permettra de sortir les produits du référencement. Ça ne veut pas dire s'interdire de travailler avec le fournisseur, simplement dans le process de sélection, on ne veut plus sélectionner de nouveaux produits qui sont mal notés. Voilà, de beaux projets pour la suite. Merci beaucoup Alice Fruchard. De l'ameublement, on va désormais passer au secteur du jouet. Une des enseignes leaders du secteur a aussi lancé son étiquetage environnemental. Il s'agit de King Jouet. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Coralie Guédon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable RSE chez King Jouet. Alors fin 2022, vous êtes lancé dans la seconde main. Vous n'avez pas recyclé un vieux concept. Vous avez lancé une nouvelle enseigne, King Occasion. Aujourd'hui, on compte 10 magasins avec un assortiment mixte, à la fois du neuf et de la seconde main. Pourquoi vendre aussi du neuf ? Parce que ça fait partie aujourd'hui de notre modèle économique. Mais aussi de notre mission chez King Jouet, qui est de faire rêver, d'accompagner les parents et de faire rêver les enfants. Et les enfants, on ne peut pas leur dire non dans un magasin de jouets. Et si le jouet n'existe pas encore en seconde main, il n'a pas encore eu cette première vie, il faut aussi qu'on puisse lui proposer du coup ce jouet en neuf. Est-ce que vous pensez, le jour où vous reprendrez la succession de votre père, qu'il y aura plus de jouets d'occasion que de jouets neufs ? Alors je ne sais pas si on aura plus que le neuf, parce que par définition l'occasion a besoin du marché du neuf et que le marché du jouet est vraiment un marché qui est porté par l'offre. Par contre, je pense qu'en termes de proportion par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ça va prendre énormément d'ampleur, surtout s'il y a des spécialistes comme nous du jouet qui vraiment s'inscrivent dans ce marché pour venir apporter leur spécialité, le côté sécurité, le côté vérification, le côté réassurance auprès des consommateurs. Donc oui, je suis convaincue que ça va prendre beaucoup plus d'importance. Alors fin 2023, vous avez lancé un étiquetage environnemental, le Jouet Score. Vous avez fait le choix de communiquer uniquement sur les produits qui ont la note de 2. Qu'en est-il actuellement ? Est-ce que l'ensemble de votre assortiment comporte cette notation, cet étiquetage ? Alors en effet, on l'a lancé donc en fin d'année et on avait commencé à travailler sur un périmètre assez restreint qui était les produits présents dans notre catalogue de Noël. Là, depuis quelques semaines, c'est l'ensemble de notre référencement, donc c'est plus de 10 000 produits qui ont une note et on affiche
n'affiche cette fois que les produits qui ont une note égale ou supérieure à 3 sur 5. Donc on est venu rehausser un petit peu ce critère parce que voilà, on s'est aperçu que 2 sur 5, c'était pas encore assez qualitatif pour le consommateur, ça lui parlait pas assez comme une bonne note, mais en tout cas c'est un système qu'on continue de développer aux côtés de nos fournisseurs. Donc vous mettez davantage l'accent sur les produits qui sont les mieux notés. Exactement, c'est vraiment notre volonté de promouvoir tous les produits, notamment qui ont une note à partir de 4 et 5 sur 5, qu'on va retrouver notamment en 4x3. C'était le cas d'un produit Smoby il n'y a pas très longtemps, d'une maison faite à partir de plastique recyclé et qui est une vraie innovation dans le domaine. Est-ce que ce ne serait pas plus logique de sortir tout simplement les jouets mal notés de l'assortiment ? Alors je vais revenir vraiment à notre cœur de métier qui est aussi de faire rêver les enfants et pour les mêmes raisons que l'occasion. Nous, aujourd'hui, on est là aussi pour répondre à leurs demandes. On n'aura pas vocation à avoir ce référencement beaucoup trop restreint. Donc, on va continuer à proposer le neuf. Mais par contre, voilà, on essaye d'encourager nos fournisseurs à avoir une démarche un peu plus d'éco-conception pour pouvoir justement avoir un référencement qu'on tire plutôt vers le haut sur ces critères. Alors on l'a vu, l'affichage des labels environnementaux a un impact positif sur l'information de la population. On l'a vu notamment avec les paquets de cigarettes. Mais selon certains experts, ça a un réel impact seulement quand c'est relié à une notion quantifiable comme le prix. Je m'explique. Par exemple, le paquet de cigarettes, on voyait au début des publicités qui ont été remplacées par des informations sur la santé. Donc ça a fait ses preuves. Mais on a réellement plus lutter contre le tabagisme uniquement avec la hausse significative et régulière du prix du paquet de cigarettes. Donc ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas arbitrer plutôt au niveau du prix et augmenter ce prix d'un produit qui est délétère sur l'environnement par rapport à un produit équivalent qui est plus responsable ? Alors je vais même ajouter une contrainte supplémentaire dans le jouet. Le prescripteur, c'est l'enfant. Et l'enfant, que le jouet soit éco-conçu, qu'il soit fabriqué en France, ça a très peu d'importance pour lui. Donc au final, on sait que ce critère, ces informations qu'on apporte, les consommateurs, en tout cas sur la période de Noël, vont peu les regarder, vont peu les prendre en compte parce qu'ils vont surtout s'intéresser à ce que l'enfant veut. Ça fait partie des premiers critères de choix du jouet, avec le prix bien évidemment. Donc on a déjà cette barrière entre guillemets à faire tomber et qui viendra du coup par l'offre de nos fournisseurs. Alors le mois dernier, les députés européens jugeaient que la moitié de 230 labels écologiques européens étaient accordés avec des vérifications faibles, voire inexistantes. C'est vrai que les consommateurs, ils n'ont aucun moyen d'évaluer la véracité de ces informations, de ces labels environnementaux. Ils vous font pleinement confiance. Est-ce que vous, de votre côté, vous réalisez des contrôles ? Alors nous, on travaille notamment avec FSC sur ces sujets-là pour voir quelle démarche on peut avoir avec eux pour pouvoir faire ce genre de contrôle. Parce que les jouets en bois, c'est un gros sujet. On a vraiment cet aspect de se dire, si on veut un jouet éco-conçu, durable, il faut que ce soit un jouet en bois. Oui, mais pas n'importe quel bois. Donc voilà, ça fait partie des démarches qu'on peut avoir. Alors en tant que distributeur des jouets, vous avez aussi choisi de supprimer les rayons genrés, donc les rayons pour filles, les rayons pour garçons. J'imagine que ça doit être un réel défi aussi pour les vendeurs. Comment être sûr d'apporter le jouet, le bon jouet à l'enfant qui correspond à ses attentes et à ses besoins ? Alors on les forme, nos vendeurs, sur ces questions-là, d'avoir les bons réflexes et d'accompagner au mieux nos clients, les conseiller au mieux et d'arriver à aller au-delà de cette question. Parce qu'aujourd'hui, un client qui rentre dans notre magasin, bien souvent, c'est pas son enfant pour qui il achète, mais ça va être un enfant plus ou moins indirect et il a deux notions en tête, son genre et son âge. Donc on apprend à nos vendeurs à poser des questions sur quels sont les centres d'intérêt de l'enfant, quel est le but de ce jouet, est-ce que c'est pour jouer en intérieur, en extérieur, et de vraiment faire tomber ces barrières de genre et de pouvoir conseiller au mieux, peu importe le genre de l'enfant, et de pouvoir proposer aux filles comme aux garçons les mêmes possibilités. On voit aujourd'hui de nombreuses voix qui s'élèvent, on va dire, contre le wokisme et ses conséquences. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait revenir en arrière, revenir à des rayons genrés ? Je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas qu'est-ce que ça apporterait. Ça viendrait avant tout desservir les petites filles et c'est bien dommage. Là, on a de grosses avancées là-dedans pour permettre de promouvoir les jeux scientifiques vers les petites filles. Si on revient à des rayons genrés, ce serait elles qui en perdraient, qui auraient à perdre en tout cas dans cette démarche. Donc pour moi, c'est impossible. Pour vous, c'est important aussi, il me semble, de mettre en avant des jouets. Vous parlez de jouets scientifiques, de ne pas mettre en avant trop d'écrans pour les jeunes enfants.
Ça fait partie des offres produits en tant que spécialiste qu'on essaye d'aller dénicher. On a des équipes achats qui vont essayer de dénicher les nouveautés, les petits fournisseurs qui ont une démarche qui va un peu au-delà de ce qu'on a un peu en mainstream et d'avoir des jouets un peu plus ludo-éducatifs et donc un peu au-delà des écrans. Donc oui, ça fait partie des offres qu'on propose. Par exemple, sur les kits d'influenceurs, vous vous êtes posé la question? Ça en fait partie, oui, exactement, de savoir qu'est-ce qu'on va leur proposer, quelles nouveautés on peut leur proposer et quelque chose qu'ils n'ont pas forcément vu, et qu'on retrouve pas forcément dans tous les catalogues de jouets. Quelle est la prochaine étape RSE chez King Jouet? Alors la prochaine étape, elle est sur le jouet d'occasion. On boucle la boucle du premier sujet, mais de développer cette offre. Aujourd'hui, on le disait, on a 10 magasins sous l'enseigne King Occasion. Et notre volonté sur 2024, c'est de pouvoir vraiment déployer ce modèle dans un maximum de magasins. Merci beaucoup Coralie Guédon. On va tout de suite passer au focus avec notre experte. Focus Retail, le focus. Notre experte cette semaine, Laure Collet, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes directrice conseil RSE chez Altavia Aura. Alors on parle bien sûr de RSE avec vous, réalité ou greenwashing. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui les retailers dans leur mise en mouvement? Est-ce qu'on assiste à de vrais changements? Alors, j'ai envie de dire qu'on a résolu le pourquoi. Ils ont pu être convaincus en fait de pourquoi il faut y aller. Et ils sont plutôt en marche forcée. En marche forcée, pourquoi? Parce qu'on est sur une pression de la société, une pression des consommateurs et une pression réglementaire. Par exemple, en fait, début 2024, il y a plusieurs réglementations qui sont passées. Je n'en citerai qu'une, celle en fait de limiter le gaspillage du non-alimentaire. On était sur le gaspillage de l'alimentaire, là on est passé sur du non-alimentaire. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur en fait de ce qu'il y a à faire. Et c'est vrai que ça semble compliqué de faire la part des choses entre les démarches sincères et le respect de la réglementation. Mais là aussi, les choses, elles avancent. Alors en 2023, 51% des Français disaient en fait, ou percevoir en tout cas, avoir été abusés sur des propos fausses ou des actions menées en RSE. On voit qu'il y a aussi certains termes, il y a encore un abus sur l'utilisation de certains termes, comme ce produit est éco-responsable, mais on s'est apporté la preuve sur ça. On parle aussi d'entreprises en fait régénératives, ou on parle aussi beaucoup d'une action neutre en carbone. Voilà, des termes peu prouvés. Mais j'ai envie en tout cas d'être positive. On voit qu'il y a beaucoup plus d'engagement des retailers. Ils placent la stratégie RSE au cœur de la stratégie et du business model des entreprises, en tout cas de plus en plus. Et beaucoup intègrent une certification B Corp, un parcours CEC, la Convention des entreprises pour le climat, ou deviennent entreprises à mission. On voit en fait une sincérité, en tout cas une volonté d'avancer. On a encore en fait certains réseaux, des plus petits réseaux, des réseaux moins structurés, de franchisés notamment, ou dont le siège est à l'étranger, qui eux se mettent juste maintenant en route. Et parmi les grands chantiers, il y a la décarbonation. Oui, alors la décarbonation, en effet, c'est une vraie question, la stratégie de décarbonation. Pour un retailer, en fait, il y a eu pas mal d'actions qui ont été mises en place sur toutes les émissions directes, mais on sait que 90% des émissions sont liées à tout ce qui est indirect, comme l'usage des produits par les consommateurs. Aussi, on est très dépendant des fournisseurs, et notamment, en fait, la semaine dernière, la SBTi, qui est un organisme indépendant qui suit les stratégies, vient de retoquer plusieurs grands acteurs, et notamment Walmart aux États-Unis. Donc là encore, on attend de la sincérité, mais on attend aussi de l'ambition et du concret dans les engagements qui sont pris. C'est vrai que les enseignes, elles semblent très concentrées sur la responsabilité environnementale. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu la dimension sociale, l'inclusion ? Alors en effet, en France en tout cas, et même en Europe, on parle beaucoup de toutes les questions du changement climatique, de la circularité. Mais en effet, on peut oublier les autres dimensions de la RSE. Preuve en est, la semaine dernière, le scandale autour des Sephora Kids. Alors Sephora n'était pas à l'origine du phénomène, mais ça montre bien en fait qu'une enseigne doit aussi prendre des positions sociétales, mettre en place des actions et a un certain devoir dans les produits qu'ils vendent, à qui ils les vendent et comment ils les vendent. Rappelez-nous rapidement ce scandale pour ceux qui n'auraient pas suivi. Alors, il y a un phénomène en fait dans le milieu de la cosmétique. Les enfants utilisent de plus en plus de produits de beauté destinés aux adultes, comme des crèmes anti-rides ou autres, et se filment avec ces produits-là. Donc des produits qui sont aussi commercialisés dans ces enseignes. Si on revient à la RSE, qu'est-ce qu'aujourd'hui les retailers ne doivent pas oublier? Alors j'ai envie de citer quatre choses. C'est il y a urgence, toute transformation prend du temps,
Donc il y a urgence en fait à y aller, et ça dès maintenant, et ne pas attendre en fait l'arrivée de réglementation. Le deuxième point, c'est le cœur de la réussite, il repose sur les collaborateurs. On ne vend pas un produit de seconde main quand on vend un produit neuf. Et puis la dernière chose, c'est qu'il est temps de passer à la coopération. Voilà, on arrivera à bouger les choses en fait si on mobilise tout un écosystème autour de soi. Merci beaucoup, Laure. Merci Noémie. On accueille tout de suite notre prochain invité. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Béatrice Javary, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice RSE chez Auchan Retail. Merci de répondre à nos questions pour BFM Business. On va parler du micro-don aujourd'hui, qu'on appelle aussi l'arrondi solidaire. C'est ce qui permet d'arrondir à l'euro lors du passage en caisse grâce aux terminaux. Selon une enquête d'Opinionway qui date de novembre 2023, 4 Français sur 10 ont déjà dit oui. C'est pas beaucoup. Pourquoi ? Je crois qu'il ne faut pas considérer que c'est un objectif en soi. Je crois que c'est plutôt une liberté qu'on offre à nos clients d'arrondir le montant de leurs achats. Nos clients sont venus faire leurs courses. Ce n'est pas forcément le moment pour eux de faire un don. On leur offre cette liberté et ils la saisissent. Et effectivement, ça peut être entre 8 et 12% de nos clients. Quand on considère que des courses alimentaires, on les fait souvent dans un mois, finalement, je considère que c'est plutôt un bon taux d'avoir à peu près entre 8 et 12% de nos clients qui acceptent d'arrondir le montant de leurs achats. Alors le micro-don, c'est une entreprise qui détient 90% du marché, c'est encadré. La société, elle prend 10% de commission sur chaque don. Est-ce que vous aussi, vous touchez de l'argent ? Alors pas du tout. Et puis c'est pas tout à fait comme ça que ça se joue, puisque nous reversons 100% des sommes collectées à l'association. Et des frais de service sont ensuite facturés par microdon à l'association elle-même. Mais en tout cas, Mais vous payez un abonnement ? Nous payons un abonnement, effectivement, puisqu'il s'agit d'une solution monétique, une solution informatique qui a été implémentée sur nos systèmes d'encaissement. Donc nous nous acquittons d'une cotisation par TPE. Et donc pour ce qui concerne Auchan, c'est 10 000 TPE connectés à cette solution. Donc ça n'est pas rien. Et ensuite, nous reversons 100% des sommes collectées auprès de nos clients à l'association bénéficiaire. Et ça, c'est contractuel. Et je reviens à ma question, combien il coûte cet abonnement ? Alors cet abonnement, je n'ai pas le tarif en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un budget qui est très important dans le budget RSE d'Auchan. D'accord, donc si je résume, le don, il va ensuite sur un compte bancaire dédié. L'argent, il est envoyé par l'enseigne à l'association. Quelle somme avez-vous pu récolter en une année ? Alors en une année, c'est presque 3 millions d'euros qui ont ainsi été fléchés vers l'intérêt général. Une somme qui n'aurait jamais été collectée autrement qu'à travers ces dons de 43 centimes en moyenne. Et ensuite, de quelle manière savez-vous comment est utilisé cet argent ? Alors, on entretient des relations étroites avec les associations qui sont bénéficiaires du dispositif. On travaille en amont avec elles pour savoir vers quel projet exactement ces sommes seront fléchées. Et on a impérativement besoin d'un retour, à la fois pour nous, mais surtout pour nos clients, et dont on leur fait part en magasin. On informe nos clients de la somme qui a été collectée site par site et de l'usage qui sera fait de ces sommes qui auront été reversées à 100% à l'association. Ce qui les pousse aussi, les consommateurs, j'imagine, à participer à cet arrondi solidaire. L'idée n'est pas de les pousser, l'idée c'est d'offrir cette possibilité à nos clients en fonction des causes. Ils peuvent avoir une sensibilité à une cause environnementale, à la cause des femmes, au bénéfice des plus précaires. Et je crois qu'il faut vraiment considérer ça comme une possibilité qui permet de rejoindre finalement la sensibilité qu'on peut avoir sur telle ou telle cause. Et justement, combien de campagnes faites-vous par an ? Comment sont choisies ces associations ? Est-ce que c'est vous qui les choisissez ? Alors, nous avons décidé de mettre en place une gouvernance avec le comité éthique d'Auchan, une gouvernance qui est composée de personnalités qualifiées, d'actionnaires familiaux, de collaborateurs de l'entreprise. Nous choisissons les associations bénéficiaires avec ce comité éthique.
Et puis nous reversons, enfin la durée des campagnes varie. Et donc, je ne sais plus ce que vous m'avez posé comme question. Mais comment sont choisies ces associations? Elles sont choisies par ce comité éthique. Ah oui, non, ce que je voulais dire, qui me semble important, c'est que nous avons aussi décidé, puisque nous sommes capables de monter une campagne en moins de 8 jours, nous avons décidé d'être au rendez-vous des situations d'urgence. Nous l'avons fait dans les situations de séisme au Maroc, en Turquie, en Syrie, avec la Fondation de France. Et nous avons pu en 8 jours collecter plusieurs centaines de milliers d'euros pour venir en aide aux personnes qui sont touchées par ces catastrophes naturelles. Est-ce que vous avez d'autres associations peut-être à mentionner? Oui, alors vous avez vu que les Restos du Cœur l'an dernier ont lancé un appel aux dons, un appel au secours aussi, compte tenu de la hausse du nombre de bénéficiaires. Nous avons choisi de répondre à cet appel en associant d'autres associations qui viennent en aide aux plus précaires, et nous avons créé le mois solidaire très vite après l'appel des Restos du Cœur. Et ces campagnes ont été menées au bénéfice du Secours populaire, des banques alimentaires et de la Fondation Abbé Pierre, en plus des Restos du Cœur. Et en quelques mots, ce sera quelle association la prochaine? Alors la prochaine, c'est une petite association qui s'appelle Des enfants et des arbres et qui développe des pratiques d'agroforesterie chez les agriculteurs en associant les enfants des écoles à la plantation de haies. Merci beaucoup Béatrice Javary. Je rappelle que vous êtes directrice RSE chez Auchan Retail, alors Microdon, qui a récolté d'ailleurs 13 millions d'euros en 2023, 50 millions d'euros en 5 ans. C'est plus que les pièces jaunes qui font 2 millions d'euros par an. On passe tout de suite au chiffre de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. On passe au chiffre de cette semaine. Le chiffre, c'est 18 millions de Français qui vont au moins une fois par mois sur Vinted, le site de seconde main. En effet, un chiffre impressionnant en trafic. Là, on parle bien de trafic, mais on sait aussi qu'un Français sur 3 a un compte sur Vinted, qui est aussi un chiffre en fait extrêmement fort et qui inquiète et qui interroge tous les acteurs de la mode en France, mais pas que en fait, parce que Shein a lancé aussi son offre de seconde main et en France, 6 enseignes sur 10 réfléchissent à lancer leur propre offre. Mais ce qui est intéressant, c'est derrière la réussite de leur modèle depuis plus de 10 ans. En France, Vinted a bâti sa réussite sur l'intérêt économique de vendre, mais va aussi au-delà en fait et va regarder l'impact environnemental de ses produits, notamment des emballages qui sont utilisés. Voilà, ils ont pu étudier que 62% des emballages sont des emballages réutilisés, c'est-à-dire en fait que la personne qui renvoie un produit en fait va utiliser un emballage qui était déjà existant. Et puis ils sont aussi sur un modèle sociétal parce qu'ils ont construit une offre Vinted Pro qui permet aux associations caritatives de vendre leurs produits et de s'ouvrir à un public beaucoup plus large. Merci beaucoup Laure Collet. Merci Noémie. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis avec les intervenants de Retail for Good organisé par Diamart, événement qui avait lieu au siège d'Altavia, entreprise familiale engagée. D'ailleurs, cette semaine, Raphaël Palti a passé le flambeau à son fils Sydney. On se retrouve très vite sur les antennes de BFM Business.